Bonsoir à toutes et à tous. C'est avec un immense plaisir que nous vous retrouvons pour cette nouvelle session de notre webinaire consacrée aujourd'hui à la langue française. Après une synthèse brillamment explorée en anglais par notre collègue et formateur Mansour Sy Diagne, avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi d'adresser nos plus sincères remerciements à notre présidente Maïmouna Diakhaté Leye pour son engagement indéfectible envers l'éducation. Un grand merci également à notre chère collègue Aïssatou Ndiaye, coordinatrice des synthèses, dont le travail rigoureux rend ce rendez-vous possible. Permettez-moi de saluer aussi tous les membres de CENOM, plus particulièrement les formateurs qui investissent temps et expertise pour accompagner les élèves vers la réussite. Et enfin, un merci appuyé à Amina Diagne de Minapro, grâce à qui nous bénéficions de toute la logistique nécessaire à la tenue de ce webinaire. Bonsoir toutes et à tous. Installez-vous confortablement, connectez-vous votre curiosité et que cette session soit un moment d'apprentissage dynamique et enrichissante. Nous avons l'honneur aujourd'hui de recevoir un professeur de français, plutôt professeur de lettres modernes, du nom Madame Djomondang Fall, qui va se présenter et nous dire pourquoi elle s'est donnée à faire cette synthèse en résumé suivi de la discussion. Et certainement, elle sera épaulée par ses collègues, savoir Abdurrahman Mané et Madame Irène, qui sont à côté et qui vont intervenir à tout moment. Donc, nous souhaitons la bienvenue à notre invitée aujourd'hui, Madame Djunga Fall. Fall, soyez la bienvenue. Voilà, merci, Monsieur C. C'est toujours un réel plaisir de venir partager avec les candidats au bac sur ce qui peut constituer des inquiétudes lors de l'examen. Donc, avant de commencer, nos remerciements à CENOM, Synergie pour l'éducation au numérique et aux médias, qui œuvre tant donc pour l'accompagnement des candidats et qui, à chaque fois qu'on est à la veille, s'évertue à les accompagner dans les différents exercices auxquels donc ils seront évalués bientôt, bien entendu, au mois de juillet. Donc aujourd'hui, nous allons partager sur le premier exercice écrit au bac, intitulé le résumé, suivi de discussion. L'intérêt donc porté sur cet exercice réside à ce que nous avons noté à chaque fois que nous allons en correction. Nous nous rendons compte que malgré les méthodologies qui sont enseignées en classe par les enseignants, les élèves butent toujours sur des difficultés pour réussir l'activité. Alors cela a donc suscité notre intérêt et nous a poussé donc à réfléchir sur des approches, des astuces qui pourraient donc les aider à mieux aller à l'assaut de cette activité-là. Alors, le résumé suivi de discussion, comme on l'indique ici dans les généralités, est un exercice fondamental au bac. Il s'agit du premier et c'est un exercice dans lequel les élèves ont deux tâches à accomplir. Le premier est de résumer un texte, ce qui est noté sur 10 points. La seconde tâche, donc, est de faire la discussion ou une réflexion argumentée qui ressemblerait un peu à ce qu'on appelle la dissertation littéraire. Et cette activité également est notée sur 10 points. Et c'est la combinaison des deux activités qui va donner donc la note sur 20. Une durée globale de 4 heures de temps est accordée pour réaliser l'ensemble de l'épreuve. Alors, pour aller à l'assaut du résumé suivi de discussion, des prérequis donc sont nécessaires pour permettre aux candidats
d'être à l'aise dans l'exercice. D'abord, c'est un exercice de reformulation personnelle, mais cette reformulation doit être très fidèle au texte initial. Autrement dit, c'est un exercice qui requiert une connaissance de la structure du texte argumentatif, dans la mesure où c'est le type qui est le plus souvent présenté pour cet exercice. Les types de textes sont étudiés au collège. Les professeurs reviennent là-dessus en classe de seconde. Et on suppose que l'élève donc qui commence le résumé du texte a déjà une idée de ce que c'est que le paragraphe argumentatif et de sa structure. Et c'est la même compétence également qu'on attend de lui dans l'exercice de dissertation. Donc, il lui faut comprendre la structure de ce texte-là, savoir comment fonctionne le texte argumentatif pour prétendre aborder l'exercice de résumé au bac. Et ces prérequis sont d'autant plus nécessaires si l'élève n'a pas ces compétences, si l'élève n'a pas a priori la connaissance de la structure et de la typologie du texte argumentatif, il peut facilement balancer sur la paraphrase. Parce que reformuler le texte, réduire le texte, ne veut pas dire tourner autour des mots de l'auteur, mais aller vers ses idées et les reformuler selon une consigne bien déterminée. Donc, il ne s'agit pas de copier le texte initial ou de remplacer les mots par des synonymes, ce que font le plus souvent les candidats. Ils font un jeu de remplacement de mots. Ils prennent un mot et le remplacent par son synonyme, pensant être dans le résumé. Or, tel n'est pas donc le cas. Il faut avoir un bon niveau de langue pour réécrire le texte sans en changer le sens. Contrairement à ce que beaucoup de candidats pensent, le résumé de texte n'est pas un exercice facile. Cela requiert déjà un bon niveau de langue pour être en mesure de reformuler le texte sans le paraphraser, sans pour autant donc faire une copie ou bien une juxtaposition tout simplement des belles phrases pour finir donc avec le nombre de mots demandés. Alors, nous allons d'abord nous arrêter sur la première activité, c'est le résumé. Je l'ai dit tantôt, le résumé de discussion, c'est deux en un. C'est un exercice dans lequel l'élève fait deux tâches. Et la première, c'est le résumé de texte. Alors, pour réussir le résumé d'un texte argumentatif, il est conseillé de suivre certaines étapes. Parce qu'encore une fois, l'objectif de cette séance n'est pas de recréer la roue. On suppose que les méthodologies sont déjà enseignées en classe. Les élèves ont fait des exercices sur les humains. Ils savent déjà ce qu'on attend d'eux, mais nous sommes là pour leur montrer quelle démarche vraiment adopter pour réussir l'examen. Autrement dit, l'objectif dans cette séance aujourd'hui, c'est de les mettre en situation. Donc, nous allons nous dire que nous sommes face à un texte. Et devant ce texte-là, comment est-ce que nous devons procéder pour réussir le résumé? Alors, la première des choses, c'est de délimiter la fourchette de mots conformément à la consigne. Une consigne accompagne toujours l'exercice de résumé. Il s'agit généralement de réduire le texte au quart de sa longueur avec une marge de tolérance de plus ou moins 10% accordée. Mais tout dépend de la consigne. La consigne peut varier, d'où la nécessité, encore une fois, de s'arrêter sur la consigne et de bien la lire et de non la parcourir. La deuxième compétence attendue et ce qu'il faut faire dans cette démarche, c'est de faire de sorte à comprendre le texte. C'est une étape fondamentale de lire attentivement le texte original pour bien saisir le thème qui est abordé. Chaque texte soumis au résumé aborde un thème. Et l'élève ne peut pas prétendre résumer le texte s'il n'a pas connaissance du thème qui est abordé. Le thème également porte toujours sur une problématique. Il lui faut donc questionner le texte pour savoir quelle est la problématique que soulève le texte. Et réfléchir sur cette problématique doit l'amener dans le texte à identifier le point de vue défendu par l'auteur par rapport à cette question soulevée. Ce qu'on appelle dans le texte argumentatif la thèse défendue par l'auteur. Et lorsque l'auteur avance une thèse, il met en avant des arguments pour tout simplement appuyer son raisonnement, pour sous-tendre la thèse qu'il met en avant. Voilà donc ce qui constitue le texte à résumer. Slide. Alors, toujours, si l'on met l'élève en situation, encore une fois, nous ne retournons pas dans la théorie de la méthodologie du résumé, mais nous allons à l'assaut de l'exercice. Je suis face à mon texte, je suis candidat. Qu'est-ce que je dois faire?
identifier la thèse de l'auteur. Voilà donc la première étape qu'il faut chercher dans la structure du texte argumentatif. Il y a une thèse qui est défendue et dès que je repère la position principale de l'auteur, cela me permet a priori de savoir donc sous quel angle je vais le suivre. Donc cette thèse, c'est tout simplement ce qu'on appelle l'opinion de l'auteur sur la question soulevée, sur le débat qui est posé dans le texte. Et c'est le cœur du texte argumentatif. L'élève qui n'identifie pas la thèse ne peut pas progresser dans le texte argumentatif sans faire de contresens. Et à l'examen, 3 contresens déjà sur un texte de résumé donnent droit à 0 sur 20. Donc, il faut faire très attention pour lire et comprendre le texte. Une fois la thèse identifiée, l'élève doit également suivre pour relever les différentes idées, c'est-à-dire les arguments que l'auteur met en avant pour appuyer son raisonnement. Et comment arriver à ces arguments? L'élève doit mettre l'accent sur ce qu'on appelle les mots clés. Le texte s'articule toujours sur des mots clés, des mots essentiels, dont il est nécessaire de connaître le sens déjà. Et quand on parle de sens, on demande aux candidats de faire très attention. Parce qu'ils ont l'habitude de dire qu'un mot n'a de sens que dans un contexte. Autrement dit, il faut faire de sorte à comprendre les mots utilisés par l'auteur, c'est-à-dire le vocabulaire qu'il emploie, le lexique, les mots qu'il utilise dans son texte, pour éviter de faire les contresens. Alors, le contresens, c'est de faire dire à l'auteur ce qu'il n'a pas dit. Et si tel est le cas, c'est parce que l'élève n'a pas compris le texte, l'élève n'a pas pris le temps de considérer les mots-clés et d'aller donc vers leur signification dans le texte. Mais il doit également faire attention aux faux sens. Alors, quand on parle de faux sens, on est dans la polysémie des mots. C'est toujours le contexte qui détermine le sens du mot. Quand je dis vautour, par exemple, un mot comme vautour, tout le monde pense à un oiseau charognard. Mais quand je prends un poème de David Diop qui est intitulé Les vautours, attention, là, le mot vautour ne signifie plus l'oiseau charognard, mais le mot vautour renvoie aux blancs colonisateurs qui appuyaient les ressources du continent africain. Donc, le sens du mot dépend du contexte dans lequel il est employé. Et si l'élève ne fait pas attention à ce sens-là, dans lequel le mot est employé, il peut faire un faux sens, c'est-à-dire donner un mot le sens qu'il n'a pas dans le texte où il est employé. C'est ce qu'on appelle donc les faux sens. Et ce qui aide l'élève vraiment à faire attention et à déjouer ces pièges, c'est de s'arrêter sur les mots-clés et de les analyser. Autrement dit, on lit le texte, le crayon à la main. On souligne, on encadre et on réfléchit sur des synonymes. On réfléchit également sur des mots de la même famille pour essayer de voir dans quel contexte le mot est employé. Mais les mots-clés ne suffisent pas pour comprendre un texte parce que le texte suit une certaine articulation logique. Et ce qui permet de déterminer la logique du texte, sa progression, c'est tout simplement les liens d'articulation logique qu'on appelle les liens logiques. Ils assurent la cohérence et la progression des idées dans le texte. Il faut s'arrêter aussi sur la valeur des liens. Si je dis mais dans le texte, l'auteur dit mais, si je comprends et ou, je fais fausse note. Il me faut savoir dans quel contexte l'auteur utilise mais. Et réfléchir également aux autres mots, aux autres liens qui peuvent prendre la place de mais. Et là, je m'arrête pour dire que mais est un connecteur d'articulation qui exprime une opposition. Et dans ce cas, je pense déjà à d'autres mots qui expriment l'opposition, comme or, comme cependant, comme néanmoins, comme toutefois, etc. Quand l'auteur dit car dans son texte, je dois me demander pourquoi le car, qu'est-ce qu'il veut dire? Là, il est en train donc d'expliquer. Car a une valeur explicative, je pense à en effet, je pense à puisque, je pense à étant donné que, ainsi de suite. Quand l'auteur dit ainsi, par conséquent, en conséquence, je dois me dire qu'il est en train de me dire un effet, une conséquence, un résultat. Donc, ces liens, l'analyse de ces liens participe énormément à la construction du sens du texte et à déterminer l'évolution de la structure logique des idées. C'est pourquoi c'est un impératif pour tout candidat qui va au bac d'avoir le tableau des connecteurs logiques. Mais avoir le tableau ne suffit pas. Il faut en connaître l'effet. Il faut savoir quelle est la valeur de chaque connecteur logique pour être à même de les analyser dans le texte et de les réutiliser ou bien de trouver donc des équivalences pour avancer. Slide. Alors, une fois la thèse dégagée, une fois les idées et les arguments identifiés, l'élève doit s'arrêter aussi sur les exemples qui sont employés dans le texte et les analyser.
Ah oui, la plupart des élèves vous disent que les examens, on les supprime. Mais attention, tous les exemples ne sont pas à supprimer dans un texte. Autrement dit, l'élève doit être en mesure de distinguer les différents exemples qui sont employés dans le texte. C'est ainsi qu'on distingue les exemples qu'on dit explicatifs. C'est des exemples qui sont là juste à titre illustratif. Autrement dit, c'est des exemples qui sont là pour appuyer une idée déjà exprimée. L'élève n'a pas besoin de ces exemples-là pour avancer dans son résumé. Parce que moi, j'ai l'habitude de dire aux élèves, quand vous faites l'exercice de résumé, dites-vous que vous n'êtes pas détaillant. Vous n'êtes plus le boutiquier détaillant qui vend du sucre à 25, qui vend du sucre à 50 francs, qui vend du sucre à 100 francs, mais vous êtes le grossiste. Et le grossiste ne fait pas de détails. Et celui qui a pour objectif de résumer un texte ne doit pas s'arrêter sur des détails. Il doit aller vers l'essentiel, c'est-à-dire les idées clés, et les reformuler, d'autant plus qu'il est contraint à un certain nombre qu'il doit respecter. Et les exemples illustratifs, le plus souvent, c'est les exemples qui viennent après. Par exemple, c'est les phrases qui viennent après deux points, qui sont là juste à titre énumératif ou bien à titre explicatif. C'est le plus souvent les phrases que l'on met entre tirets, entre parenthèses. Donc, ce sont ces éléments-là dont on n'a pas besoin dans le résumé. Ça devient du superflu dont on peut se passer pour aller à l'essentiel. Mais à côté de ces exemples explicatifs, il y a d'autres exemples qui ont une valeur capitale dans la construction du sens du texte. Ce sont les exemples qu'on appelle argumentatifs. Ces exemples ont la valeur d'idée. C'est des exemples qui ont la même valeur que les arguments. Et l'élève doit impérativement les conserver s'il veut être fidèle à la pensée de l'auteur. Donc, quand l'élève est devant le texte, il doit se demander, voilà des exemples qui sont là, quels sont ceux qui sont explicatifs que je dois supprimer et quels sont ceux qui sont argumentatifs, c'est-à-dire essentiels au raisonnement dont le retrait affaiblit l'argument. Et là aussi, c'est des choses sur lesquelles le plus souvent les élèves butent. Soit ils reprennent les exemples explicatifs, ce qui est à éviter à l'examen, soit ils suppriment tous les exemples et là, ils escamotent le texte et le sens. Et là, le résumé ne peut plus être fidèle. Comment on appelle ça encore? Le critère de fidélité ne peut plus être respecté. Donc, une fois la thèse dégagée, encore une fois, je répète, la répétition est pédagogique, les arguments identifiés, l'élève doit s'arrêter sur les exemples, toujours le crayon à la main. J'ai l'habitude de dire aux candidats qu'on ne peut pas travailler sur un texte et ne pas entrer dans le texte. Et pour entrer dans le texte, il faut le torturer. Tantôt, il faut encadrer. Les connecteurs logiques, je les encadre. Les exemples supprimables, je les raye légèrement au crayon. Les arguments, comme les exemples argumentatifs qui sont indispensables, je les souligne en bleu. La thèse, je la souligne en rouge. Et là, j'ai un repérage des éléments essentiels qui sont dans le texte sur lesquels je dois me focaliser dans la reformulation. Et tout doit se faire dans un style simplifié. Il faut que le style soit simple. On ne vous demande pas de faire sujet, verbe, complément, point, mais au moins, il faut simplifier le style. Et une fois ce travail préalable fait, on va maintenant vers le résumé final. En quoi faisant? Alors, pour faire le résumé, on recommande à l'élève d'utiliser ses propres mots pour réexprimer la thèse et les arguments principaux en veillant à respecter la logique du texte. Tout à l'heure, j'ai parlé de mots-clés, j'ai parlé de thèse, j'ai parlé d'arguments, j'ai parlé d'exemples argumentatifs, mais j'ai parlé également de la valeur des liens logiques. C'est maintenant que l'élève doit mobiliser tout cela. Il faut éviter les phrases trop longues ou trop courtes et les répétitions. Encore une fois, les répétitions sont à bannir parce que, comme je l'ai dit tantôt, l'élève qui fait le résumé, c'est un grossiste et non un détaillant. Tout ce qui est superflu ne doit pas être donc considéré dans le résumé. Il faut supprimer les détails, je l'ai dit, c'est-à-dire donc tout ce qui est superflu et dont on n'a pas besoin. Enfin, il faut rédiger un texte cohérent, un texte clair, concis, fidèle au texte original. Bref, le résumé doit être compréhensible, même pour un lecteur qui n'aurait pas lu le texte initial, c'est-à-dire le texte de départ. Voilà ce qui est attendu donc du candidat qui doit faire le résumé de texte. Alors,
Pour cela, on interpelle toujours les candidats. Est-ce que pour résumer un texte et le réussir, est-ce qu'on doit reprendre tout du texte? Non, on ne peut pas tout reprendre parce qu'on est contraint par le nombre de mots à respecter. Il faut utiliser certes les mots pour exprimer la thèse et les arguments principaux en veillant à respecter la logique du texte original, mais il faut supprimer ces détails et rédiger donc un texte clair, fidèle au texte original, de sorte que celui qui n'a pas le texte initial puisse donc en comprendre l'essentiel. Slide. Alors, voilà donc un bref rappel de la théorie du résumé. Et maintenant, nous allons en application, d'autant plus qu'on dit qu'on est en situation. Nous ne sommes pas dans une vaine théorie, mais nous avons rappelé l'essentiel pour mieux aborder un texte. Voilà un petit texte. Alors, c'est juste un paragraphe, qui peut le moins, peut le plus. L'élève qui réussit à réduire ce paragraphe-là en respectant les critères attendus du résumé, il peut en réduire deux autres, il peut en réduire trois autres et il peut réduire un texte, quelle que soit sa longueur. Alors, le texte dit, les sciences même partagent ces doubles puissances, esclavage et libération. Certes, elles forment un appui solide dans le combat pour les libertés. Toute libération est lutte contre la méconnaissance. Les sciences sont recherche, enseignement, production de solutions. Elles facilitent nos travaux et nos jours, clarifient notre monde, aident à guérir la maladie et à lutter contre la mort. Et là, je dis, là, c'est un exemple explicatif. Elles sont une conquête progressive sur la nécessité. Il est donc hors de question de les délaisser. Ces sciences pour lesquelles nos pères ont lutté et qui comptent pouvoir d'une société d'ignorance portent une grande partie de nos espoirs. Mais elles préparent aussi de plus en plus des instruments de domination et de destruction qui mettent en péril nos libertés. Physique nucléaire, mais aussi informatique, biologique, génétique, psychiatrie, voire mathématiques participent à cette menace. Nous ne sommes pas en Iran ou bien en Israël, nous sommes bien au Sénégal et nous préparons le résumé. Notre espace est en danger, notre histoire est en danger et l'angoisse née de ces risques est aussi un moyen d'asservir les peuples et de réduire les libertés. Voilà donc le morceau qu'on a choisi pour passer à l'application de ce que nous avons dit précédemment. Slide. Alors, quand j'ai un texte, ce texte à résumer, je reviens sur ce que j'ai dit tantôt. Il y a un travail préliminaire à faire. Je compte le nombre total de mots. Et j'ai compté, j'ai environ 149 mots. Ensuite, j'essaie de respecter la consigne qui me demande toujours de réduire le texte au quart de sa longueur avec une marge de tolérance de plus ou moins 10%. Mais attention, cette consigne n'est pas figée. À la place de 10%, on peut remettre 10 mots. Et quand on dit 10 mots peut être égal à 10%, mais 10% n'est pas toujours égal à 10 mots. Je parle sous le contrôle de Madame Yaye, mathématicienne, et de M. Si. N'est-ce pas? Donc, il faut faire très attention à la lecture de la consigne. Donc, généralement, c'est plus ou moins 10%. Mais à la place de 10%, on peut vous dire 10 mots, 5 mots, ça dépend de la consigne. Et le plus souvent, c'est des pièges qui sont tendus aux candidats pour voir si réellement ils savent lire une consigne, s'ils savent faire attention à la consigne. Alors là, j'ai 149 mots au total. Je divise par 4, je me retrouve avec 37,25. Alors, des mots en virgule n'existant pas, la règle nous dit, si la partie décimale est inférieure ou égale, est inférieure à 5, j'arrondis par défaut. Si cette partie est supérieure à 5, j'arrondis par excès. Alors ici, j'ai 0,25, donc j'arrondis par défaut et je me retrouve avec 37 mots. Donc, j'élimine ce qui est après la virgule. À partir de là, j'ai le quart qui est 37 mots. Je calcule la marge de tolérance. C'est 37 divisé par 100 multiplié par 10. Cela me donne 3,7. Des mots en virgule n'existent pas. Je reprends. Qu'est-ce que je fais cette fois-ci? 7 étant supérieur à 5, j'arrondis par excès. Et là, au lieu de 3,7, j'aboutis donc à 4 mots. Et je décline la fourchette de mots. Mon résumé doit être compris entre 37 moins 4 et 37 plus 4, c'est-à-dire entre 33 et 41 mots. L'élève qui fait 32 mots ne fait pas un bon résumé, il n'est plus dans les critères du résumé. L'élève qui fait 42 mots ne fait plus un bon résumé, puisque la marge de tolérance a déjà été donc déclinée. Son résumé doit être entre 33 et 41. 33 ou moins, 41 mots au plus. Voilà ce qui est attendu du candidat. Alors, je reviens sur le texte que j'avais tout à l'heure. Et là, j'ai identifié la thèse.
Les sciences même partagent cette double puissance, esclavage et libération. C'est la thèse. Je l'identifie, mais je ne m'arrête pas là. J'avance pour voir quels sont les arguments que l'auteur met en avant pour appuyer sa thèse. J'identifie le premier argument et je vois qu'il y a un certes qui est là. C'est un lien d'articulation logique. Je le mets en exergue pour voir un peu quelle est sa valeur. Et là, on voit bien que déjà dans la thèse, il y a esclave et libération, donc deux idées donc, qui s'opposent, d'où donc l'emploi du mot certes. Certes, ici, donc, va mettre en opposition deux idées qui concernent tout simplement la thématique de la science. Le texte porte sur la science, ou bien les sciences de manière générale, c'est le thème, et l'auteur donne son avis par rapport à ce thème. Et la problématique soulevée, c'est l'impact de la science. Quel impact dans notre vie, quel impact dans la vie de l'homme. Et l'auteur nous dit, les sciences ont une double puissance. Elles sont esclavage et libération, c'est-à-dire un couteau à double tranchant. Donc, le premier argument identifié, mais à côté, on me dit, je vois les sciences sont recherche, enseignement et production de solutions. C'est une idée, c'est un argument. Juste après, je vois cette phrase. Elle nous facilite nos travaux, nos jours, clarifie notre monde, aide à guérir la maladie et à lutter contre la mort. Ça, c'est l'explication de la phrase qui précède. C'est-à-dire, c'est un exemple qui est là pour expliquer, illustrer l'argument qui a été avancé. C'est-à-dire, les sciences sont recherche, enseignement et production de solutions. Recherche, parce que travaux, facilite nos travaux et nos jours, clarifie notre monde. Ensuite, production de solutions, parce que aide à guérir la maladie et à lutter contre la mort. Là, c'est des solutions. Donc, cet exemple-là devient superflu. Je n'en aurai pas besoin dans mon résumé final. Argument 2. Elles sont une conquête progressive sur la nécessité. Il est donc hors de question de les délaisser, ces sciences pour lesquelles nos pères ont lutté, etc., etc. Donc voilà l'argument 2 qui est développé avec des répétitions, bien sûr, dont l'élève n'aura pas besoin. Parce que quand l'auteur dit ces sciences pour lesquelles nos pères ont lutté et qui comptent pouvoir d'une société d'ignorance portent une grande partie de nos espoirs, là aussi c'est pour appuyer une idée donc qui est déjà dite. Et là, je n'aurai plus besoin de dire, il est hors de question de les délaisser. Ça, c'est une répétition de l'auteur. Il peut se le permettre parce qu'il n'est pas limité par le nombre de mots, un certain nombre de mots. Mais le candidat qui est limité ne peut pas s'arrêter sur ces détails-là. Il va vers l'essentiel. Argument 3. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Entre le premier paragraphe et le deuxième, il y a un mot qui est là, que je mets en rouge, mais. Quand je vois mais, ça introduit une rupture. Cela veut dire quoi? L'idée précédente ne peut plus être, l'idée qui du moins suivante ne peut plus être le prolongement de l'idée précédente, mais c'est une opposition qui vient. Mais elle prépare aussi de plus en plus des instruments de domination et de destruction qui mettent en péril nos libertés. Là, je sens que l'auteur est en train de parler des inconvénients de la science. Dans le premier paragraphe, c'était les avantages, ce que la science offre. Mais avec le mais, je vois la rupture qui est nette. À la place de mais, on pouvait avoir or. Cependant, toutefois, et là, dans mon brouillon, en tant que candidat, je mets entre parenthèses et je mets les équivalents. Parce que je n'ai pas le droit de reprendre les mots du texte. Tant qu'il y a possibilité de les changer, je dois les changer. Même s'il y a maintenant des termes essentiels dont on ne peut pas avoir de synonyme, par exemple, sans faire deux ou trois mots, là, on vous demande de les reprendre. Mais tant qu'il est possible de trouver donc des équivalents, il ne faut pas reprendre les mots de texte. Donc, l'argument 3 ici renvoie à comment on appelle ça encore, inconvénient. Et là, à côté, voilà un exemple explicatif qui vient prouver les inconvénients de la science. Les dégâts de la physique nucléaire, mais aussi l'informatique, biologie, les génétiques, psychiatrie, voire mathématiques participent à cette menace. Donc, tout ce qui est en rapport avec la science, donc l'auteur nous montre ici les dangers que cela bien représente. Même s'il y a des avantages, il y a beaucoup de dangers. On avance un peu. Notre espace est en danger, notre histoire est en danger et l'angoisse née de ces risques est aussi un moyen d'asservir les peuples et de réduire les libertés. Voilà, ça c'est un rappel pratiquement de la première phrase, c'est-à-dire la thèse de l'auteur. Les sciences même partagent cette double puissance, esclavage et libération. Et là, on sent que l'auteur est plus pour les dangers que pour les avantages. Ça également, cette idée-là, elle est importante, je dois la conserver. Donc, je dois me passer des deux exemples explicatifs et j'essaie maintenant de reformuler
les autres idées, c'est-à-dire la thèse et les arguments essentiels pour avoir mon résumé final. Slide. Voilà, le résumé final est là. Encore une fois, c'est une esquisse. Ça ne veut pas dire que c'est le meilleur des résumés. C'est juste un modèle que je propose. Ce n'est pas à porter en bandoulière. Les élèves qui nous suivent peuvent en faire d'autres et encore meilleurs. Les sciences sont, ah, il y a quelque chose qui a sauté, sont un couteau à double tranchant. Elles conduisent l'humanité vers le progrès, mais peuvent aussi servir à dominer et à détruire. Ce pouvoir ambivalent en fait à la fois une promesse d'espoir et une menace pour la liberté. Nombre de mots employés, 41. C'est obligatoire de mentionner à la fin du résumé le nombre de mots employés. Mais attention, les candidats au bac sont très rusés. Ils peuvent vous employer 50 mots et mettre à la place 41. Mais ce qu'ils doivent savoir, les correcteurs, ils comptent. Et si jamais le correcteur compte et qu'il trouve qu'il y a plus de mots que ce qui est mentionné, donc la sanction devient donc irrévocable. Alors, quels sont les critères avec lesquels on évalue le résumé? Moi, je dis que le critère de base de l'évaluation du résumé, c'est un critère de fidélité. On dit que le texte doit être fidèle au système d'énonciation. On ne change pas le système d'énonciation dans un texte. Autrement dit, l'élève doit éviter les expressions du genre ou bien les phrases du genre l'auteur pense ou bien selon l'auteur, de l'avis de l'auteur. Ça, c'est un commentaire. Dès que l'élève le fait, il sort du résumé. Mais si l'auteur dit je, l'élève doit dire je. Si l'auteur dit vous, l'élève doit dire vous. Si l'auteur dit on, l'élève doit dire on. Il respecte le système d'énonciation employé dans le texte. Il n'en change absolument rien. Tout changement du système d'énonciation l'écarte tout simplement de la démarche et des critères d'évaluation du résumé. Deuxième critère, la structure du texte initial. On ne change pas l'ordre des idées dans un résumé. On respecte l'ordre des idées évoquées dans le texte initial. On ne change rien. On suit l'auteur et on reformule sa pensée. Le texte doit être fidèle aux idées de l'auteur. Autrement dit, l'élève doit respecter les idées de l'auteur, même si l'auteur dit des choses qu'il ne partage pas. Il n'a pas le choix. Il respecte les idées de l'auteur. Même si l'auteur laisse en rade des idées plus importantes, l'élève n'a pas le droit de les ajouter au texte. L'élève dit exactement ce que l'auteur a dit. Il n'y ajoute rien, il n'y retranche rien. Il dit exactement ce que l'auteur a dit. C'est pourquoi on dit qu'il doit être fidèle aux idées de l'auteur. Ensuite, la fidélité à la consigne, le respect strict de la fourchette de mots et de vigueur. Dès qu'on décline la fourchette de mots, l'élève se doit donc de s'y conformer. Il ne doit pas faire en deçà et ne doit pas aller au-delà de ce qui lui est permis. Voilà donc de manière assez ramassée un retour un peu sur l'exercice de résumé, sans trop bien entendu être dans la théorie. Nous avons voulu donc mettre les candidats en situation et leur montrer un peu une démarche qui peut aider vraiment à être dans le texte, à le comprendre et à arriver à une bonne reformulation. Je ne sais pas s'il y a des réactions à ce niveau-là, au niveau de l'activité 1. Oui, oui, bon. Sinon, bon, merci encore, hein. Merci pour cet éclairage à la fois riche et original qui nous montre combien les passerelles entre les disciplines peuvent être fécondes. C'est-à-dire là, parce que vous avez parlé du résumé, vous étiez dans un cours de français, mais à un moment donné, en tant que professeur de mathématiques, et j'oserais dire la même chose, hein, à la place d'Aïssatou Ndiaye et Eric, à un moment donné, ils étaient fascinés parce que vu la façon dont vous étiez en train de traiter bien les mathématiques, on était très heureux. On sait que donc notre discipline mathématique aussi fait partie de votre discipline française. Et là, encore une fois, chapeau à vous. Ça a été un coup de maître. Et donc, pour prolonger à cet échange et explorer plus concrètement les enjeux du résumé, nous allons essayer de voir s'il y a des réactions de la part des élèves ou bien de la part de vos collègues français qui sont là aussi. Là, ces réactions seront les bienvenues à tout moment. Donc, avant d'entamer la deuxième tâche qui est sur la discussion, je rappelle que aussi les élèves peuvent poser des questions sur le chat. Et là, vous êtes là pour répondre et pour les donner comment dirais-je, des idées là-dessus. Sinon, bon, en attendant, moi, j'ai juste une question à vous poser.
En parlant de, vous avez parlé aujourd'hui des idées. En parlant des idées, vous avez parlé de sens, faux sens ou contresens. Et là, j'aimerais que, si possible, que vous essayez de nous dire quels sont les pièges que les élèves doivent éviter pour tomber, que les élèves doivent éviter pour tomber dans ce piège-là. Là, en parlant de sens, contresens et faux sens. Et là aussi, vous avez parlé de aujourd'hui des exemples à supprimer, ainsi de suite. Là, on aurait bien aimé, en tant qu'élève aujourd'hui, de savoir quels sont les pièges à éviter. Voilà, merci, Monsieur Si. Vous l'avez bien dit, hein, les pièges, c'est déjà les contresens, les faux sens. Et ce qui mène à cela, c'est une lecture précipitée du texte. En général, les élèves ne lisent pas le texte, ils le parcourent. Il y a une grande différence entre lecture, lire un texte et le parcourir. Parce que pour lire un texte et le comprendre, il faut s'arrêter sur les mots du texte. Il faut s'arrêter sur les mots. Dès que vous leur dites compréhension, il faut lire plusieurs fois. Mais lire, il y a lire et lire. Donc, il faut s'arrêter sur les concepts, se poser des questions. Essayer de voir dans quel sens le mot est employé. Quand je vois le mot avocat dans un texte, je dois faire attention. Est-ce qu'il s'agit du fruit ou est-ce qu'il s'agit du métier? Quand je vois le mot rayon dans un texte, je dois faire très attention. Est-ce qu'il s'agit du rayon du cercle, du rayon du soleil, du rayon dans les supermarchés? Et malheureusement, c'est ce travail-là que les élèves ne font pas. Ils vont trop vite en besogne. Le plus souvent, ils sont tellement rusés qu'ils font une compilation des phrases, des plus belles phrases du texte. Et là, le correcteur, s'il ne fait pas attention, il peut tomber dans le piège. Parce que des fois, la juxtaposition est tellement belle, tellement cohérente, qu'on peut se dire que c'est un bon résumé. C'est pourquoi j'ai l'habitude de leur dire d'ailleurs, quand nous corrigeons les épreuves, quand le résumé est trop bon, on s'arrête et on se pose des questions en tant que correcteur et on vérifie davantage. On reprend le texte initial et on compare les phrases pour voir si l'élève n'a pas fait du copier-coller ou bien si réellement il n'a pas consulté une IA, etc. Donc là, le piège, encore une fois, le premier piège, c'est de ne pas donner quand même beaucoup de considération au lexique. L'autre piège également, c'est de ne pas faire attention à la méthodologie. C'est-à-dire, on vous dit, je l'ai dit tantôt, le résumé ne change pas le système d'énonciation. Et le plus souvent, les élèves commencent le résumé avec selon l'auteur. Et dès que l'élève commence par ça, il sort déjà de l'exercice. Il n'est plus dans la technique de l'exercice. Et quand on n'est pas dans l'élaboration technique de l'exercice, on sort du cadre de l'exercice. Et là, on ne peut plus prétendre donc s'en sortir. Donc, encore une fois, et il y a un autre élément aussi, c'est les liens logiques. C'est important. On a bien des liens logiques. C'est ce qui assure la continuité logique du texte. Or, si l'élève n'a pas pris le temps de se préparer à étudier la valeur des connecteurs logiques, et bien entendu, il ne peut pas comprendre le texte. Et quand on ne comprend pas le texte, on fait dire à l'auteur ce qu'il n'a pas dit. L'autre problème également, c'est un problème de vocabulaire. Les élèves ne lisent plus. Autrement dit, ils n'ont plus le vocabulaire nécessaire qui leur permet de faire une reformulation correcte et rigoureuse. Là aussi, c'est des difficultés que les candidats peuvent rencontrer au bac. Oui, merci beaucoup, Madame Fall. Bon, d'exemples, de liens, de connecteurs autres. Mhm. Et là, donc, vous êtes en train de parler que, bon, faire le résumé, ça nécessite d'être fidèle, sans rien changer. Mhm. Maintenant, moi, la question que je vous pose, c'est quelle méthode recommandez-vous pour identifier aujourd'hui les idées essentielles dans un texte à résumer? C'est la démarche que j'ai montrée tout à l'heure. Je n'ai pas restitué la théorie de la méthodologie, mais je me suis mise en situation. Je suis partie d'un texte, je suis entrée dans le texte et pas à pas, j'ai identifié la thèse, je suis allée vers les arguments de l'auteur, je me suis arrêtée sur les exemples, je les ai analysés pour voir lesquels sont à conserver, lesquels sont à supprimer, en tenant compte bien entendu du nombre de mots qui m'est demandé. Et là, je suis arrivée au résumé que j'ai proposé. Il n'y a pas de secret, il suffit juste de suivre la démarche. Merci. Je crois qu'il y a des questions. Je vais essayer de voir. Il y a Oui, une il y a une question question de M. Manet sur le chat. voilà, il y a une question de Mouchard qui dit, quelle est la sanction d'une copie où l'élève n'a fait que le résumé? Deuxième question, est-il important de respecter l'ordre des activités, c'est-à-dire résumé et de la discussion? Très bonne question. On retrouve ça souvent à l'examen. Les élèves nous font discussion résumée. Or, le résumé, c'est résumé suivi de la discussion. L'élève doit faire d'abord le résumé
Ensuite, faire suivre la discussion. C'est ce qui est demandé à l'examen. Ça, c'est pour répondre à la deuxième question. Pour revenir à la première question, l'élève qui fait un résumé et qui ne fait pas suivre la discussion, il produit tout simplement un travail qui est inachevé. Et là, il sera noté sur 10. Le résumé étant noté sur 10, la discussion sur 10, s'il ne fait pas la discussion, il a 0 sur 10 là-bas. Et autrement dit, c'est la note de résumé qui sera divisée par 2. Et quelle que soit donc la note qu'il a au niveau du résumé, et ça arrive, hein, ça arrive que de voir un élève qui fait un excellent résumé, mais qui malheureusement, soit ne fait pas la discussion, soit escamote le travail. Et là, on est dans l'obligation tout simplement de diviser le 7 sur 10 ou bien le 8 sur 10 qu'il a en résumé pour avoir donc la note finale sur 20. Et là, vraiment, le plus souvent, c'est des notes catastrophiques. C'est avec une note catastrophique que l'élève s'en sort. Et c'est bien regrettable. Et on le leur dit en classe, on insiste là-dessus. Et je pense que en cette période-là, c'est sur ces éléments-là, ces détails que nous devrons vraiment insister. Ce qui les attend, ce qu'ils doivent faire, ce qui les attend si jamais ils ne respectent pas les consignes qui sont données. Ok, merci beaucoup, Madame Fall. Juste avant de passer à la deuxième partie, ça dit si nous avons un élève aujourd'hui qui a du mal à synthétiser ses idées, quel conseil donneriez-vous à cet élève? Euh, Question difficile, hein? Question difficile, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, le résumé n'est pas un exercice facile, hein. Ce n'est pas facile parce que pour le faire, il faut avoir un bon niveau de langue. Il faut avoir donc cette capacité à faire preuve de synthèse. Et l'élève qui a déjà un problème de langue, l'élève dont le niveau de langue n'est pas des meilleurs, ne peut pas prétendre faire un bon résumé. Vraiment. Malheureusement, il pense que c'est l'exercice le plus facile au bac, mais c'est le plus difficile. S'il y a un exercice facile au bac, c'est le commentaire. Parce que là, on ne peut pas faire au sujet sans s'en rendre compte. Mais avec le résumé et la dissertation, vraiment, cela nécessite un bon niveau de langue. Merci beaucoup, Madame Fall. Bon, s'il n'y a pas d'autres réactions de la part des participants, des élèves, ou bien Abdrahman Mane ou Irène et autres, Abdrahman qui est satisfait quand même de votre réponse. Là, donc, je vous dis qu'il n'y a pas, il n'a pas une autre question à poser là-dessus. Et si vous voulez, bon, on peut passer à la deuxième question, la deuxième partie, consistant la discussion, je crois bien. Donc, ce serait bien d'écouter les profs de français qui sont là. Peut-être qu'ils ont des suggestions à apporter. Revenir sur des éléments que j'aurais omis et qui seraient importants de noter dans cette séance, puisque c'est une séance d'accompagnement des candidats. Ils doivent être édifiés, ils doivent être rassurés. Ce serait bien vraiment s'il y a des suggestions à apporter pour enrichir les échanges. Voilà, ces suggestions sont les bienvenues. Je Voilà. m'adresse particulièrement aux collègues professeurs de français donc, qui sont dans le panel. Je crois bien qu'ils ont reçu votre message. Donc, soit Ok, ils peuvent voilà, participer en levant la main ou bien réagir dans le chat. De d'accord. toute façon, l'un ou l'autre, on aura leur réaction. Et nous attendons aussi leur réaction, comme vous venez de le dire. Mhm. En attendant, vous pouvez Comment passer. lever la main? Comment lever la main? Bon, Je vous dis, oui, je ne sais pas, Mouchetine, il voulait réagir ou bien? Bon, on peut continuer. Madame Fall, merci beaucoup. ouais. Voilà, donc nous en Euh, sommes. Oui, bonjour, bonjour. Madame Fall, Oui, et nous vous saluons et saluons tous ceux qui sont sur cette panel. merci Et vous avez beaucoup. fait un excellent exposé concernant cet exercice du résumé Mhm. que nous considérons un peu difficile, même s'il y a des élèves qui pensent que c'est l'exercice le plus facile. Nous considérons que le résumé fait partie des exercices les plus difficiles parce qu'il faut tout d'abord comprendre français, il faut bien maîtriser la langue pour pouvoir le faire. Seulement, nous voudrions que vous reveniez sur le décompte des mots. Oui. Qu'est-ce qui est considéré comme mot dans le résumé? Mhm. Souvent, vous posez la question aux élèves, qu'est-ce qu'un mot? Ils vous disent qu'un mot est une suite de lettres ayant un sens. Oui.
qu'ils ont toujours appris à l'élémentaire, au collège, alors que je crois qu'il y a une petite nuance s'il s'agit du mot du résumé. Est-ce que c'est une suite de lettres ou bien est-ce qu'on peut considérer le mot comme étant un ensemble de lettres ayant un sens ou bien comme toute lettre ou suite de lettres séparées de la suivante par un blanc ou par un signe de ponctuation. Et aussi, est-ce les mots composés peuvent être considérés ainsi ou bien les mots composés peuvent considérer comme étant un seul mot. Donc, il faut revenir sur ça. C'était ma suggestion et je vous remercie. Merci, M. Tine. Vous avez évoqué un point important, le décompte des mots. Parce que les élèves, après la versification, après la leçon sur la versification, ils confondent la notion de mot et la notion de syllabe. Et là, le plus souvent, c'est des difficultés dans le décompte des mots. Et d'ailleurs, c'est pour régler ce problème-là qu'une marge de tolérance est toujours accordée quand il s'agit de l'exercice de résumé. Alors, je m'explique. Quand je dis, par exemple, C apostrophe E-S-T, les élèves vont vous dire que c'est un mot. Parce que dans le décompte syllabique, c'est une syllabe. Or, quand je dis C, ce n'est plus un mot. Parce que c'est ce plus est. Ce, pronom démonstratif, plus est, EST, l'auxiliaire être. Là, j'ai deux mots. Quand je dis c'est également, il sait. Il sait, il est un mot. Le S apostrophe est un mot parce que c'est le pronom réfléchi ce. Le est également est un mot parce que c'est l'auxiliaire être. Par contre, le mot n'est pas toujours une suite de lettres séparées du suivant par un blanc. Pas toujours. Parce que quand je dis parce que, il y a parce en un mot plus loin que. Si que peut être un pronom relatif, si que peut être une conjonction de subordination dans la grammaire française, que signifie parce? Parce n'a pas de sens. Parce n'a de sens que lorsqu'il est accompagné de que. Donc, parce que reste un et un seul mot. Quand je donne, par exemple, le mot composé vis-à-vis, vis-à-vis, c'est trois mots. Parce qu'il y a vis en face de vis. C'est pourquoi on parle de vis-à-vis. Le premier vis est un mot. Le à, préposition avec à, est un mot. Et le second vis également est un mot. Ça nous fait trois mots. Là aussi, c'est bien d'avoir posé donc cette question parce que le plus souvent, on retrouve ces difficultés-là. Quand je dis qu'est-ce que, les élèves prennent le que et le est comme un seul mot. Or, c'est deux mots. Le QU apostrophe est un mot, le est un mot et le que qui suit également est un mot. Et le ce est un mot, ça te fait quatre mots. Donc là également, c'est des fondamentaux sur lesquels on insiste avec les élèves en classe. C'est pour leur permettre de bien compter le mot, surtout lors du résumé final, où ils doivent préciser à la fin le nombre de mots employés dans le texte. Ok, merci beaucoup, Madame Voilà. Fall, et merci beaucoup, Mani Monsieur qui Tine. donne un autre exemple, le mot l'œuvre littéraire. L'œuvre, le L apostrophe est un mot parce que c'est là. Hein? On dit la œuvre, mais ici, on ne peut pas permettre la rencontre des deux voyelles. Le A s'élite et laisse la place à l'apostrophe et on dit l'œuvre. Mais là, le L, c'est le déterminant, c'est un mot. Œuvre, c'est le nom, c'est un mot, et ce qui fait deux mots. Donc, pour résumer, les élèves doivent faire la part des choses entre la notion de syllabe et la notion de mot. Là, ce qui détermine la syllabe, c'est la présence d'une voyelle sonore obligatoirement. Or, tel n'est pas le cas donc pour la notion de mot. Merci beaucoup, Madame Fall. Je crois bien que c'est très clair, hein, et je demande toujours aux élèves, hein, s'ils ont des questions, ils peuvent poser les questions dans le chat. Et si cette synthèse est organisée pour les élèves même. Donc, les questions venant des élèves seraient encore une chose meilleure. Et juste encore rappeler aux autres participants aussi, s'ils veulent participer, ils peuvent lever la main et après on leur donnera le micro, Inch'Allah.
et éviter d'entrer directement. Sinon, merci beaucoup à Mouchetin aussi de la question pertinente qu'il vient de Oui, c'est poser. pertinent. Et vraiment, c'est pertinent parce que là, ça a permis à certains aujourd'hui de reconnaître quand est-ce que on peut dire que ça c'est un mot, quand est-ce que ce n'est pas un mot. Et là, encore une fois, merci beaucoup. Et sinon, bon, vu avec le contenu du temps, on devait terminer normalement à 21 heures. Et là, vu le retard que nous avons accusé, donc on vous laisse juste dérouler la deuxième partie qui D'accord. consiste la discussion. Merci beaucoup. Voilà. Donc, nous en sommes à la discussion. Alors, c'est la deuxième partie de l'exercice. Donc, c'est un 2 en 1. Et pour cette partie-là, quand même, il n'y a pas beaucoup de choses à dire dans la mesure où la discussion, ce n'est ni moins ni plus que la dissertation. L'élève qui est préparé à la méthodologie de la dissertation est habilité à faire une discussion. La seule particularité de la discussion, c'est que le sujet est tiré du texte résumé. Le texte qui a été soumis donc au résumé, c'est dans ce texte-là qu'une idée est tirée et qui est soumise donc en réflexion au candidat. Et il applique la même démarche que dans une dissertation littéraire. C'est pourquoi j'ai mis confère méthodologie de la dissertation littéraire. Alors, et là, ça me permet de revenir sur le travail préalable que j'avais fait dans le résumé, en recherchant le thème, en dégageant la problématique, en cherchant la thèse de l'auteur. Déjà, l'élève qui fait ce travail, il règle une partie du travail qui est attendu de lui dans la discussion. Parce que si la discussion est une dissertation, cela veut dire qu'il lui faudra faire une introduction, il lui faudra un développement et il lui faudra une conclusion. Et dans le développement, une partie est toujours liée à l'idée tirée du texte et l'idée tirée du texte renvoie le plus souvent à la thèse défendue par l'auteur. Mais malheureusement, ce qu'on remarque dans l'exercice de discussion le plus souvent, les élèves dans la première partie ne font que copier le texte. Or, ce n'est pas ça l'objet de la discussion. Dans cette partie, surtout la thèse, on attend de l'élève qu'il aborde, qu'il reste dans l'idée de l'auteur, c'est-à-dire dans la thèse, mais en évoquant d'autres idées, d'autres arguments qui justifient la thèse de l'auteur et que l'auteur n'aurait pas donc évoqué dans son texte. Parce que si le résumé ne lui permet pas d'ajouter de nouvelles idées, on lui donne l'occasion dans la discussion de faire appel à ces idées-là qu'il trouve pertinentes, qui justifient la thèse évoquée par l'auteur, mais que l'auteur n'a pas mentionné dans son texte. Et là, comme dans la dissertation, la discussion obéit à une consigne. Dans les consignes classiques, la discussion ne dépasse jamais 2 parties dans le développement. Mais de plus en plus, avec ce qu'on appelle les consignes améliorées, maintenant, on assiste à des discussions à 3 parties. Et les élèves nous demandent pourquoi. Parce qu'on dit pour la dissertation, le temps imparti, c'est 4 heures. Or, pour la discussion, dès l'instant qu'il faut faire le résumé d'abord, ils n'ont plus 4 heures. Mais ça se justifie parce que le plus gros du travail est déjà fait dans l'exercice de résumé. Parce que l'élève qui comprend déjà le thème, l'élève qui a déjà dégagé la problématique, l'élève qui a la thèse de l'auteur et qui a la consigne dans laquelle le plan est décliné, il a déjà l'introduction de la discussion. Tout ce qui lui reste à apporter, c'est l'amorce pour avoir une introduction complète. Ensuite, il développe 2 paragraphes ou moins dans chaque partie du développement. Là, c'est obligatoire. Malheureusement, la discussion, c'est le parent pauvre dans cet exercice. Les élèves font un petit résumé de quelques lignes et ils pensent avoir fait la discussion. Et là, ils sont sanctionnés parce que la discussion obéit à la méthodologie de la dissertation. Autrement dit, elle est évaluée avec les mêmes critères d'évaluation de la dissertation. On regarde si l'introduction, il y a les différentes étapes. Est-ce que l'élève a amorcé? Est-ce que l'élève a posé le sujet? Est-ce que l'élève a dégagé, a reformulé le sujet? Est-ce que l'élève a dégagé la problématique? Est-ce que l'élève a annoncé le plan? Et tout doit être fait dans un seul paragraphe. L'élève n'a pas le droit d'aller à la ligne. Ensuite, il marque l'interligne pour aller dans le développement. Et dans le développement, le nombre de parties dépend de la consigne. Si la consigne exige 2 parties,
dans le développement, l'élève traite au moins de 4 paragraphes. Si dans la consigne, ces 3 parties, dans le développement, l'élève traite au moins de 6 paragraphes, 2 paragraphes pour chaque partie. Et là, dans la disposition du développement, les alinéas doivent être très clairs, comme dans une dissertation. Alors, revenir sur la discussion, c'est revenir tout simplement sur la discussion. Tout ce qui est exigé de la dissertation est exigé donc de la discussion. Donc, de ce point de vue-là, moi, je les renvoie tout simplement à la méthodologie de la dissertation. Rien ne change. C'est les mêmes proportions, c'est le même contenu. La seule différence, c'est que le sujet de la discussion est tiré du texte qui était donc résumé. Alors, les proportions du résumé, donc on vous dit 10% pour l'introduction, 80% pour le développement et 10% pour la conclusion. Voilà, laisse-moi finir, s'il te plaît. Donc, il faut les différentes parts. Alors là, c'est une esquisse. Malheureusement, avec les diapos, on ne peut pas avoir tout ce qu'il faut sur la copie. Mais là, ce qu'on voit ici, tout à fait au début, encadré par ces 2 buts rouges, c'est l'introduction. Et là, il voit que c'est un seul paragraphe qui doit commencer par un alinéa. Même si l'élève pose une question dans l'introduction, il n'a pas le droit d'aller à la ligne. Ça, il faut vraiment insister là-dessus. Mais les élèves sont têtus. Jusqu'au bac, on voit les élèves, que ce soit dans la discussion ou bien dans le résumé, la dissertation, on voit les élèves dans l'introduction aller à la ligne. L'introduction est constituée d'un et d'un seul paragraphe. Ensuite, dans l'introduction, pas de « en effet ». L'introduction n'a pas une valeur explicative. L'introduction annonce et les explications, c'est dans le développement. Une fois l'introduction finie, l'élève saute 2 lignes. Moi, je leur dis toujours sauter 2 lignes. Et là, on voit un paragraphe, ensuite un deuxième paragraphe. Ça veut dire que c'est la première partie. Une première partie est là, constituée de 2 paragraphes. Et au début de chaque paragraphe, l'élève doit marquer un alinéa. Dès qu'il finit cette première partie, il saute une ligne pour aller vers la deuxième partie. Et là, également, même chose, 2 paragraphes au moins, chaque paragraphe introduit par par un alinéa. Et quand il finit maintenant, là, on suppose que c'est un développement à 2 parties. Si c'est 3 parties, il ajoute encore 2 autres paragraphes pour la 3e partie, avant de passer tout simplement à la conclusion, qui obéit aux mêmes critères que l'introduction. La conclusion doit être un seul paragraphe également. Pas de retour en arrière. À la ligne, même si on pose une question, on reste donc sur le paragraphe du début à la fin. Voilà donc un peu ce qui est attendu de l'exercice de résumé. Donc, tout ce que l'élève n'avait pas la possibilité de faire dans le résumé, c'est-à-dire faire appel à de nouvelles idées, s'opposer à la pensée de l'auteur, on lui donne l'occasion dans le résumé de le faire. Dans la thèse, il fait appel à toutes les autres idées qu'il veut, que l'auteur n'a pas évoquées et qui soutiennent la thèse. Dans les autres parties, il peut apporter la contradiction à l'auteur s'il veut, hein, parce qu'il peut s'opposer à l'idée de l'auteur sans pour autant rejeter. Parce que là aussi, c'est un piège. Hein. Les élèves disent ceci et vouloir rejeter pour dire le contraire. Par exemple, la littérature est inutile. C'est la science c'est la science, c'est la science. Et vouloir maintenant dans la deuxième partie dire, oui, malgré tout, la littérature peut servir à... Non, la littérature ne peut pas être inutile et servir à quelque chose. C'est pourquoi il faut faire attention également avec les élèves, surtout insister là-dessus, leur dire que 2 parties peuvent être opposées, mais ne doivent pas se rejeter, parce que les 2 parties sont toujours liées par un dénominateur commun qu'on appelle tout simplement la problématique. Chaque partie donne une part de vérité. Chaque partie donne une solution. Et c'est la somme des solutions maintenant qui devient la résolution du problème. Pour parler un peu mathématique comme les M. Si et Mme Diaye. Donc voilà, c'était tout pour cette présentation qui apporte donc sur le résumé. Alors, comme dans la dissertation, la discussion également est soumise à une évaluation. Et dans l'évaluation, en dehors de l'élaboration technique, c'est-à-dire la méthodologie, on apprécie la pertinence de l'analyse, puisqu'il s'agit d'une argumentation. Le texte de résumé est un modèle déjà, un modèle d'argumentation où l'auteur montre comment il argumente, comment il développe ses idées. L'élève également, dans chaque paragraphe qu'il met en avant, il doit donc bien le structurer. Il doit développer l'idée. Il doit mettre en avant les arguments et il doit choisir de très bonnes illustrations. Ce que beaucoup d'élèves ne font pas dans la discussion, les illustrations. Ils développent, mais ils ne donnent pas d'illustrations
Or, une discussion sans illustration, c'est une dissertation également sans illustration. Autrement dit, c'est un travail partiel qui ne prend pas en compte toute l'argumentation et tous les critères attendus de ce travail. La cohérence également, elle est de mise. L'élève est suivi dans sa logique. Surtout de plus en plus avec les consignes améliorées, on voit que maintenant, c'est des consignes vraiment qui créent plus d'ambiguïté que de clarté. Et là, le plus souvent, même les correcteurs sont partagés entre la lecture de la consigne. Le plus souvent, les concertations se terminent en queue de poisson parce que les correcteurs même ne se retrouvent pas souvent dans certaines logiques. Et là, ce qui permet à l'élève de s'en sortir, c'est d'être dans une dynamique cohérente. Et c'est le plus souvent ce qui fait la différence, c'est la cohérence. Et là, on suit l'élève dans sa dynamique pour voir réellement s'il peut assurer une analyse pertinente, logique et cohérente. La mise en valeur, bien entendu, surtout de la copie. Une copie doit être soignée. La présentation est de mise. L'originalité des idées est de mise. La correction de la langue est de taille. Puisqu'il s'agit d'un exercice de français, la correction de la langue est de taille. Et une copie ne peut pas être originale si la langue n'est pas bonne. Une copie ne peut pas être originale si la cohérence n'y est pas. Et pour qu'il y ait pertinence, il faut conjuguer tout simplement cohérence, correction de la langue et originalité du devoir pour que le travail soit pertinent. Voilà, chers amis, le modeste travail que j'avais donc à partager avec les candidats en espérant que cela puisse donc vraiment bien les aider à mieux aller à l'assaut du résumé suivi de discussion au bac. Monsieur, c'est à vous. Oui, merci beaucoup, hein, merci beaucoup. Et je vois même tellement que les gens sont émus et contents et on voit les claps de félicitations. Pour vous dire que, comme nous le disons, hein, tout ce qui est bien dit, vraiment s'énonce clairement. En tout cas, nous avons bien, mais cela, comme on dit, hein, mieux est l'ennemi du bien. Cela ne va pas nous empêcher aujourd'hui de vous poser encore quelques questions pour mieux aider les élèves, tout en sachant que la répétition, elle est pédagogique. Tout ce que vous avez dit ici est très clair. Maintenant, moi, je m'adresse à vous en tant que professeur et aussi en tant que correcteur au bac. Quelles sont les attentes dans une discussion argumentée au bac? Vous, en tant que professeur, quelles sont les attentes que vous attendez aux élèves, par exemple, aux candidats? Alors, dans une discussion déjà, ce que j'attends, c'est de voir la forme d'abord. C'est-à-dire, il faut que ce que l'élève me présente renvoie à une discussion. Autrement dit, à une dissertation. Ce que je regarde d'abord, c'est les étapes. L'introduction, le développement, la conclusion. Donc, j'apprécie déjà la forme. Et dans la forme, je dois voir les trois parties. Si je ne vois pas déjà ces trois parties, je me dis déjà, je n'ai pas une discussion. Et quand on n'a pas une discussion, on ne peut plus appliquer donc les critères d'évaluation. Donc, ce qui est attendu, c'est que l'élève produise une dissertation. La discussion, encore une fois, c'est une dissertation. C'est maintenant que les consignes ont changé. Mais d'habitude, je parle sous le contrôle de M. Tin, Mané et de Mme Irène. D'habitude, c'était des consignes commentées et discutées, les consignes classiques. Discuter cette affirmation. Discuter veut dire poser un débat. Et un débat suppose des idées en confrontation. Et quand on veut confronter des idées, il faut une partie et une autre qui s'y opposent. Mais on ne peut pas seulement se limiter à quelques lignes pour dire qu'on a fait une discussion. Ça, ce n'est pas une discussion. Et le plus souvent, c'est un travail qui n'est pas du tout valorisé. Donc, quel que soit le temps, quel que soit donc, comment on appelle ça encore, ce que la difficulté de l'exercice, l'élève pour quand même espérer que le correcteur accorde un tant soit peu donc d'importance et de crédit à sa copie, il faut qu'elle reste d'abord dans ce qui est demandé. Donc, la forme d'abord est appréciée. Ensuite, on entre dans le contenu, les différentes étapes. Dans l'introduction, il faut au moins 4 étapes, au plus 5. Si dans l'introduction, il y a l'amorce, le sujet, la reformulation, la problématique et le plan, c'est 5 déjà. À défaut de reformulation, l'élève peut passer directement à la problématique. Là, c'est un débat. Certains disent qu'il faut les deux, d'autres disent à défaut de la reformulation, l'élève peut passer directement à la problématique. C'est selon. Si l'élève peut aller directement à la problématique et faire une très bonne introduction, pourquoi pas? Mais le minimum, c'est 4 étapes dans l'introduction. Le minimum, c'est 4 étapes. Ensuite, dans le développement, obligatoirement, il faut deux paragraphes pour chaque partie. Je dis bien obligatoirement. L'élève qui traite un seul paragraphe dans une partie, il n'a pas traité une partie. Il a trahi la méthodologie. Et quand on trahit la méthodologie, on perd déjà les points de l'élaboration technique. Ensuite, les fautes.
Ce qu'on attend des élèves, c'est qu'ils fassent moins de fautes. Autrement dit, qu'ils apprennent à faire un bon brouillon. Un bon brouillon annonce toujours une bonne copie. Qu'ils prennent le temps de réfléchir, de faire un plan détaillé au brouillon, de chercher les idées, de les affiner, de trouver les bonnes illustrations avant de faire maintenant la rédaction propre. Parce que, comme je l'ai dit, on ne peut pas courir et se gratter les fesses. On ne peut pas réfléchir pour les idées, réfléchir sur la syntaxe, réfléchir sur la langue en même temps, c'est pas possible. C'est ce qui fait que les copies sont bourrées de surcharge. L'élève doit d'abord travailler au brouillon, s'occuper des idées, de les organiser, avant maintenant de venir au niveau de la copie. Et là, il n'a plus à réfléchir sur les idées, il réfléchit tout simplement sur l'élaboration des phrases. Sujet, verbe, complément, phrase simple, phrase complexe, et ce qui lui permet donc de faire moins de fautes et de parler avec une expression acceptable. Mais s'il veut faire le tout en même temps sur la copie, ça va du coq à l'âne. On se retrouve avec une production décousue et le résultat est toujours regrettable. Ça donne toujours droit à une mauvaise note au bac. Et ce n'est pas ce qui est souhaité. Merci beaucoup, Madame Fall. Donc, juste en factorisant vos attentes, en 3 mots, c'est la forme, les étapes, production d'une dissertation. C'est ça. C'est ça, merci beaucoup. Oui. Sinon, bon, il y a Abdrahman Mané qui lève la main. On va Oui. lui donner la parole et après essayer de revenir encore. Hein. Allez, M. Mané, à vous la parole. Merci beaucoup, M. Si, Khalilou. Voilà, merci à Senom déjà pour cette initiative parce que ces genres d'initiatives permettent un peu, moi j'ai l'habitude de dire, de démocratiser un peu la connaissance. Donc aujourd'hui, on n'a plus besoin de faire revenir Madame Fall à Bignona pour qu'il nous fasse une synthèse. Et ce sera malheureusement que les élèves de Bignona qui vont profiter de ça. Mais ce sera donc ces synthèses-là permettront à tous les élèves du Sénégal qu'ils aient de quoi payer une entrée, puisque certaines synthèses se font, voilà, se font avec une entrée payante. Donc c'est pour cela que je salue l'initiative de Senom qui le fait gratuitement. Et voilà, avec des formateurs qui sont disponibles, même si parfois ils ne sont même pas concernés par la matière. Donc c'est pour cela que je dis merci à M. Khalid aussi et à Aïssatou et à tous les collègues qui sont peut-être présents et qui n'interviennent pas. Donc moi, j'avais pas... Au début, j'ai écouté religieusement Madame Fall parce que en réalité... Allô? Allô? Voilà, donc j'ai dit que j'ai écouté religieusement Madame Fall parce que j'avais l'impression de m'entendre moi-même faire cours. Et c'est bien que les candidats entendent un autre son de cloche qui dit en réalité la même chose que le professeur. Donc ça leur permettra de se dire, voilà, les critères que met mon professeur en classe pour m'évaluer, c'est les mêmes critères que voilà, Madame Fall vient de relever. Donc maintenant, par rapport au résumé suivi de discussion, je voudrais renforcer un peu par rapport à ce que Mme Fall a dit, par rapport à la langue. Il y a des choses qu'on peut pardonner à un collègue. Il y a des choses qu'on peut pardonner à un candidat. Peut-être qu'il n'ait pas trop d'idées. Je pense qu'il y a une année où on avait donné une discussion qui tournait autour de la nutrition. C'est un peu, vous êtes ce que vous mangez. Vous savez, nous, on n'a pas un peu ce rapport avec l'alimentation, donc ce sera difficile pour un candidat. Et souvent, ce que font les correcteurs, ils se disent, bah, je vais mettre l'accent sur la méthodologie et sur la langue. J'ai l'habitude de dire que la dictée, c'est un texte où on t'impose des mots à écrire. Et là, lorsque tu dépasses un nombre de fautes, lorsque tu fais 10 fautes, ben on te sanctionne, tu as 0. Maintenant, une dissertation où on ne t'impose rien, où on ne t'impose aucun mot, ben le correcteur ne peut pas accepter que tu fasses un texte qui est truffé de fautes. Voilà, c'est toi qui choisis tes mots, c'est toi qui choisis tes formes verbales, c'est toi qui choisis tes structures, donc il faudrait faire moins de fautes. Surtout les fautes d'inattention. Relis ton travail avant de rendre. Autre chose aussi, c'est par rapport à parfois des maladresses que font les candidats. C'est-à-dire, le candidat, il n'a pas trop d'idées ou il n'a pas de bonnes citations. Qu'est-ce qu'il fait? Il va regarder dans l'autre exercice qu'il n'a pas choisi. Donc moi, j'ai choisi
la dissertation, où j'ai choisi le résumé. Mais la pensée de la dissertation est une bonne pensée qui permet d'illustrer ce que dit la problématique du résumé, donc de la discussion. Je vais prendre cette pensée-là. Ça, c'est véritablement faire aveu d'impuissance. Ça, c'est montrer au correcteur que sous le texte de dissertation ou le sujet de dissertation, je ne pourrais rien dire. Donc moi, de tout mon cursus, je n'ai rien retenu que ce qu'il y a devant moi, donc je ne vais faire que recopier. Donc ça, il faut jamais le faire. Tu choisis la dissertation, fais comme si le texte de résumé ne comptait pas. Tu choisis le commentaire, ignore le texte de dissertation. Tu as choisi la dissertation, mais n'argumente pas en utilisant le texte de résumé ou bien le texte de commentaire. Donc ça, c'est des choses véritablement à ne pas faire. Et enfin, par rapport au plan de la discussion, c'est vrai, dans la discussion, on n'a que 2 heures en théorie. Ce qu'on remarque parfois, il arrive que l'on propose, même au bac, une discussion en 3 parties. Ce qui me semble excessif, moi, personnellement, à mon niveau. Donc, je pense que c'est un peu excessif de demander une discussion en 3 niveaux. Maintenant, puisque ce n'est pas nous qui validons les épreuves en dernière position, on peut vous demander, dans une discussion, donc une consigne peut vous demander de développer 3 parties. Donc, on peut vous dire, par exemple, après avoir illustré ou montré la véracité des propos, par exemple, de Roustan, vous évoquerez d'abord les dangers de la science et ensuite vous expliquerez que la littérature doit aller de pair avec... Voilà. Donc là, vous n'aurez pas 2 parties, vous aurez 3 parties parce qu'on vous a dit... Parce que les consignes améliorées, c'est vrai, elles sont améliorées, mais parfois, elles peuvent seulement vous suggérer, après avoir donné raison à l'auteur du texte. Mais ça, c'est une partie. Si on dit après avoir illustré la véracité des propos de l'auteur du texte, ça, c'est une partie. Donc, tu reviens, tu illustres la véracité sans pour autant recopier le texte, mais en prenant tes propres idées. Voilà, c'est sur ces éléments-là que je voulais revenir. Et encore dire merci à Madame Fall. Heureusement que cette synthèse, elle est enregistrée. Ça me permettra peut-être de faire écouter ça à mes élèves lors de notre dernière rencontre. Merci beaucoup à Senom, merci à tout le monde. Merci beaucoup, M. Mané. Et vous n'allez pas partir comme ça si vite. Vous avez parlé aussi, vous avez parlé d'élèves à court d'idées. Maintenant, ma question est, que faire maintenant lorsqu'on n'a pas d'inspiration ou de position claire sur la question posée? Que faire maintenant? En réalité, de plus en plus, les discussions qui suivent le résumé, surtout si c'est en L, en réalité, c'est une problématique littéraire. De plus en plus, on demande à ceux qui proposent le bac de prendre une problématique littéraire. Par exemple, ça peut être une problématique autour du conte. Donc, souvent, c'est des choses que les élèves ont vues en classe. Mais malheureusement, ils n'ont pas lu d'œuvres qui permettent d'illustrer. Donc, eux, ils ont l'habitude souvent des problématiques du genre engagement, non-engagement. C'est comme ça qu'ils simplifient la chose, alors qu'une problématique peut dépasser ça. Donc, souvent, ils ont de bonnes idées directrices, comme l'a dit Madame Fall. Ils peuvent argumenter, mais le problème, c'est illustrer. Et c'est souvent l'illustration qui te donne les idées. Lorsqu'on te dit, par exemple, vous allez montrer que l'écrivain peut s'intéresser au passé, l'écrivain, c'est celui qui produit une œuvre littéraire, ça s'appelle le dramaturge. Donc, où est-ce qu'on doit trouver des idées? C'est en réalité dans les œuvres qu'on a eu à lire. Si on me dit la littérature doit servir à mettre en avant les sentiments personnels de l'écrivain, j'ai dit, les poètes, souvent, ils sont experts dans l'art d'évoquer leurs sentiments. Les textes que j'ai étudiés en classe, les œuvres qui sont au programme, quelles sont les œuvres où les écrivains mettent en avant leurs sentiments personnels? Donc, j'ai dit, voilà, j'ai peut-être lu David Diop. Quel genre de sentiment il met en avant? Il met sa fierté. Donc, j'ai une idée. La poésie permet d'évoquer les sentiments personnels en rapport avec la fierté. J'ai déjà un paragraphe. J'ai étudié Demain des Lobes déjà en classe de première, peut-être en terminale, mais donc ça montre la souffrance. Donc, j'ai 2 idées. Évocation de la fierté
Donc, on peut mettre en avant sa fierté, on peut aussi évoquer sa souffrance. Donc, on a ces deux idées-là. Donc, souvent, les élèves ignorent que c'est les textes étudiés en classe. Même un texte qui a été étudié dans le cadre de lecture expliquée ou d'une autre approche peut te permettre de disserter. Je n'ai pas dit aux élèves de ne pas lire les œuvres au programme, ils doivent lire, mais supposons un élève qui n'a pas lu d'œuvres au programme, il peut se contenter de ce que le professeur en fait en classe. Et souvent, les professeurs se tuent à faire des textes, mais que les élèves pensent que c'est peut-être pour ceux qui vont faire le commentaire. Même ceux qui vont faire la dissertation ont besoin de ces textes-là parce que c'est des cas concrets. C'est des cas concrets. Voilà, donc recherchez vos idées souvent par rapport aux textes, par rapport aux œuvres, au programme. Exactement. Merci beaucoup, M. Mané. Sinon, bon, je vais revenir à notre invité aujourd'hui, Madame Fall. Bon, juste une question que là, je me mets à la place d'une élève ou bien d'un élève. L'idée de la discussion peut-elle être indépendante de celle du résumé? On a bien des résumés suivis de discussions. Donc, en général, le sujet qui est proposé à la discussion est inspiré du texte de résumé. C'est lié. C'est deux activités qui sont étroitement liées. Et pourquoi c'est lié? Parce que comme dans le résumé, on interdit formellement à l'élève de faire appel à d'autres idées différentes de celles évoquées par l'auteur dans le texte, on se dit que c'est quelqu'un qui a son idée sur le problème posé, c'est un intellectuel qui a son bagage, qui a son mot à dire, dont on donne donc l'occasion de statuer sur la problématique. Mais quand on parle de discussion, le sujet est lié au texte qui a été soumis donc en réflexion. Maintenant, ça peut ne pas être directement la thèse de l'auteur, mais c'est toujours une idée qui est tirée du texte. Le plus souvent, c'est une phrase tirée du texte ou bien une idée qui a été reformulée et soumise donc en réflexion à l'élève. Ou le débat reste le même, toujours c'est la même problématique soulevée et là, l'élève doit s'y statuer en respectant les clauses qui sont attendues dans un exercice de dissertation. Et c'est bien de l'avoir souligné, M. Mané, parce que de plus en plus, avec les séries L, les résumés suivis de discussion sont de plus en plus orientés vers les genres littéraires. Autrement dit, les élèves doivent apprendre à faire ce que moi j'appelle le transfert de compétences. Le cours théorique, ils doivent savoir mobiliser le cours théorique qu'ils font en classe vers les exercices qu'ils ont à traiter au bac. Et là, apprendre à faire leur fiche de lecture, c'est-à-dire à concevoir des fiches, des paragraphes sur les fonctions de la littérature, des paragraphes sur les sources d'inspiration des auteurs. Et là, maintenant, le jour de l'examen, l'élève qui a ce travail-là, l'élève qui a cette capacité à faire ce transfert de compétences, le jour de l'examen, il ne fait que preuve d'adaptation pour s'en sortir. Voilà. Merci beaucoup, Madame Fall. Et nous arrivons au terme de cette session riche en enseignements. Et je tiens à vous remercier chaleureusement pour votre présence attentive et vos interventions pertinentes. Maintenant, juste, Madame Fall, quel est votre dernier mot? C'est un mot de remerciement déjà à l'endroit de tous ceux qui sont là, présents, qui ont sacrifié de leur temps pour partager avec nous cette session. Mais un mot de remerciement aussi à l'endroit de Seno, qui s'avertit toujours à accompagner les élèves. Et le format qu'elle propose, c'est-à-dire les synthèses en ligne, c'est comme l'a dit Moucha Mané, c'est une manière de démocratiser le savoir. Mais aussi, c'est une autre manière qui va permettre aux candidats d'entendre un autre son de cloche, qu'ils sachent que les méthodologies sont les mêmes, que tous les professeurs parlent la même voix. C'est la voix qui change, mais les contenus restent les mêmes. C'est la personne qui change, mais les attentes restent les mêmes. Les consignes et les conseils sont toujours de vigueur. Que ce soit Moucha Mani qui parle à ses élèves, ou Madame Fall qui parle à ses élèves, ou bien Madame Gomis ou Moussa Tine, nous disons tous la même chose. Il faut que les élèves comprennent cela et qu'ils seront évalués selon les mêmes critères. Ce que j'attends d'une copie de résumé, c'est ce que Moucha Mane attend, c'est ce que Moucha Tine attend, c'est ce que Madame Gomis attend. Donc, qu'ils écoutent les conseils que donnent les professeurs, qu'ils essaient également de respecter les conseils qui sont toujours formulés et qu'ils arrêtent vraiment de faire dans le copier-coller aveugle, hein, dans le plaquage aveugle, mais qu'ils acceptent encore une fois de se mettre en situation. Voilà, merci beaucoup. Un grand merci à vous, Madame Fall, pour la clarté des explications et la justesse de vos conseils.
votre capacité à faire dialoguer la rigueur avec l'élégance du français. Merci. Et nous tenons quand même à remercier encore à toute l'équipe de Senom, à nos partenaires et à tous ceux qui œuvrent en coulisses pour rendre ces moments possibles. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour de nouvelles synthèses avec la même énergie et le même engagement. D'ici là, bon courage dans vos révisions et à très bientôt en ligne. Merci beaucoup. Merci à et vous. ciao, ciao. Merci beaucoup, M. Mané, merci beaucoup, Mme Irène, et merci beaucoup à M. Tine aussi. Merci à vous tous. Merci, M. C. Allez, merci beaucoup. Bye bye.